Allô, Jazz Ergo et le podcast des étudiants en ergothérapie à l'Université de Montréal. Nous allons discuter avec des cliniciens, des chercheurs, des étudiants et des patients pour découvrir comment l'ergothérapie peut faire une différence dans la vie des gens. Merci. Bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de Jason Ergo consacré à l'ergothérapie en santé mentale. Nous sommes de nouveau avec Martine Desormeaux-Lefebvre et Winnie Daniel, deux ergothérapeutes qui travaillent dans le domaine. Vous avez mentionné les deux, autant des clientèles, on dirait, avec des problèmes de santé mentale dits plus légers, par exemple anxiété, dépression, et aussi dits plus graves, donc par exemple des troubles psychotiques. C'est quoi la différence dans la manière d'aborder ce genre de clientèle? Est-ce qu'il y a une manière différente d'aborder ces clientèles-là ou au contraire, on aborde tout le monde de la même manière? Bien, dans le processus, c'est toujours la même chose. Dans notre jargon, on va dire qu'on va essayer de créer l'alliance thérapeutique. Ça veut dire qu'on veut établir un lien de confiance avec la personne, finalement, qui vient nous consulter puis qui doit se confier sur différentes choses. Fait que ça, c'est une similarité, je dirais, peu importe ta clientèle. Mais souvent, ce qui va varier, c'est que les clientèles avec une symptomatologie plus grave, ça va être plus difficile parfois, des fois, de soutenir même une rencontre. Fait que ça se peut qu'on doive adapter la durée des rencontres avec eux. Des fois, le lieu aussi, c'est pour ça, entre autres, qu'il y a le suivi intensif dans la communauté parce que c'est des personnes, des fois, qui ont de la difficulté à se déplacer puis venir en bureau, en clinique. Donc, on se rend à eux pour faciliter le processus. C'est des personnes aussi, des fois, qui vont avoir plus de risques d'hospitalisation. Donc, c'est des fois des choses auxquelles il faut être alerte dans notre suivi puis qui va modifier. C'est un peu toujours une évaluation de comment va la personne, la symptomatologie, est-ce qu'elle est rendue au point où on devrait peut-être considérer une hospitalisation. Fait que c'est des choses comme ça qu'on garde en tête pour nous. Puis au niveau de plus la lunette ergo, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des impacts sur le fonctionnement, le quotidien de la personne à plus long terme et des fois plus sévère chez une personne qui a un trouble mental grave. Mm-hmm. Peut-être un élément que je rajouterais, c'est de garder en tête que la durée de l'épisode de soins va varier aussi en fonction de la gravité de la symptomatologie. Quelqu'un avec un trouble mental courant qui a maintenu un certain fonctionnement dans ses autres activités, puis on met l'emphase sur une activité, par exemple le retour au travail ou la reprise d'une certaine hygiène de vie, bien, une fois ces objectifs atteints, ça se peut qu'elle se sente assez autonome pour se détacher des soins. On garde la porte ouverte si elle veut revenir, mais on a complété l'épisode de soins, alors que pour quelqu'un avec une symptomatologie plus grave ou qui a un trouble concomitant, mais ça va peut-être durer plus, ça va peut-être nous demander, les ergots, de nous associer aux autres professionnels autour de cette personne pour travailler ensemble sur les mêmes objectifs. Donc, ça fait varier la durée de soins aussi, puis les ressources qu'on va mobiliser autour de cette personne. Je vais rebondir un peu sur ce que vous avez dit les deux. On parlait, par exemple, souvent, on va se déplacer pour, par exemple, les personnes qui ont des troubles de santé mentale plus graves. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des suivis en virtuel? Est-ce que c'est quelque chose que vous prônez ou vous vous dites, non, je trouve que le contact réel humain est vraiment important? Ça dépend des situations. Quand j'ai fait le saut en pratique privée, j'avais une clientèle des fois qui venait d'un peu plus loin, dans des régions un peu plus loin du Québec et qui voulait quand même avoir accès. Puis j'ai commencé le virtuel. Fait que bien avant la pandémie, je faisais un peu de virtuel. Et les avantages des fois de l'utilisation des rencontres à distance, c'est qu'on a la possibilité d'avoir nos outils. En ergo, on aime ça, nos outils thérapeutiques. Souvent, c'est des papiers, c'est des documents, c'est des formulaires qu'on utilise pour soutenir notre intervention. Et avec l'utilisation du virtuel, on peut les utiliser justement en temps réel avec la personne. Fait que ça peut amener une communication alentour de ça, justement. Si on peut pas se déplacer à la personne, bien, des fois, ça nous permet d'avoir une vision du domicile. Hein. Si la personne est à domicile, c'est pas rare que la personne va me promener avec la caméra pour me montrer peut-être l'environnement à la maison et tout ça, si ça fait partie des objectifs qu'on veut travailler.
le désavantage, puis des fois que la raison pourquoi le présentiel est essentiel, c'est sûr que quand c'est possible pour établir le lien de confiance, il y a une petite coche de plus de le faire en personne. Il y a le lien qui s'établit un petit peu plus facilement et c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont plus de méfiance, qui ont justement peut-être une gravité des symptômes un peu plus élevée. Des fois, en présentiel, là, ça va être un peu plus propice à la création du lien de confiance, là. Mm-hmm. Mais moi, je suis partie de celle qui était très anti-rencontre virtuelle. Nous aussi, avant la pandémie, on tâtait un peu le terrain. Puis moi, j'étais, mais non, ça n'a pas de sens. C'est un lien thérapeutique, ça se fait en personne. Il faut que je regarde la personne dans les yeux. Puis bon, la pandémie nous a permis d'expérimenter une autre réalité. Dans le fond, je dirais que ma conclusion, c'est de la flexibilité, c'est d'avoir de la flexibilité, puis d'utiliser notre raisonnement clinique parce qu'il y a des avantages aux deux, puis il y a des inconvénients aux deux. Moi, j'ai expérimenté avec une clientèle qui présente beaucoup de difficultés au niveau de la gestion de l'anxiété, des personnes aux prises avec des troubles anxieux. J'étais étonnée de voir comment mon lien thérapeutique s'établissait beaucoup plus facilement quand la première rencontre était en virtuel. J'étais étonnée de voir, de dire que moi, j'aimais pas ça. Puis on a un premier contact, on avait eu un premier contact en présentiel, puis la personne, elle est mal à l'aise, elle est hyper vigilante à ce qui se passe dans mon bureau, à ce qui se passe dans les couloirs de l'hôpital. Elle n'aime pas le contexte de l'hôpital. Puis on a quelques rencontres en virtuel, puis ça la met à l'aise. Puis les prochaines rencontres en présence, ça facilite. Donc, moi, je trouve que des fois, quand on a certaines impasses au niveau de l'établissement de l'Alliance, de se permettre de jongler un petit peu dans le virtuel, voir si ça aide, un petit peu en présentiel. Des fois, le contact ne passe pas du tout en virtuel. Ça reste qu'on voit qu'il y a clairement une barrière qui est créée. Donc, moi, je vais dire, OK, la prochaine fois, on se voit en présence, même si ça fait déplacer la personne. Je dirais que dans le contexte où nos pratiques évoluent, ça nous prend de rester ouverts aux deux. Je vais toujours prôner le contact en personne, surtout en santé mentale, en raison de tout ce qu'il y a d'isolement qui peut être associé avec les enjeux de santé mentale, toutes les observations aussi, des fois, qui peuvent être un peu plus subtiles. On travaille beaucoup avec ce qu'on va appeler notre compte-transfert, donc le feeling, le sentiment qui nous vient quand on est en présence de la personne puis qu'elle vit ses émotions. Mais ça, on en perd un peu quand on reste en virtuel. Donc, pour moi, ça prend des rencontres en présence, mais il ne faut pas sous-estimer qu'on peut aussi aller chercher une alliance, de mettre la personne à l'aise, de lui donner le choix, puis qu'elle se sente en contrôle si on peut lui donner cette opportunité d'être en virtuel. Mais c'est super intéressant, être flexible en tant que thérapeute, puis aussi, on a parlé de pouvoir donner plus de services à des personnes, parce qu'il y a des régions, j'imagine, que l'ergothérapeute en santé mentale, c'est pas tellement présent. Ou qu'il y a il manque de ressources de façon générale en santé mentale. Par exemple, est-ce que toi, tu as des clients qui viennent, je sais pas, de la Gaspésie? Oui. Okay, donc c'est ça. En fait, ça ferait loin pour se déplacer pour son rendez-vous quand même. Oui, actuellement, j'ai des clients dans plusieurs régions du Québec. Presque toutes les régions, en fait, là. Okay. Donc, c'est sûr que sans le virtuel, ce serait un peu impossible quand même. Exactement. Okay. Ouais. Puis est-ce que c'est toutes des problématiques dites légères ou il y a quand même des problématiques dites plus graves? C'est surtout les personnes que j'ai qui sont en région éloignée, c'est surtout des troubles mentaux courants, justement pour lesquels ils n'ont pas nécessairement de services dans leur région, dans leur milieu, et ils ont l'accès en le faisant à distance. Souvent, les personnes, justement, qui ont un trouble mental grave, j'ai tendance à privilégier le présentiel en général. Donc, dans la région. Là. Okay. Pourrais-tu nommer quelques troubles mentaux courants, comme tu l'as nommé? Oui, c'est vrai que c'était pas clair, je m'excuse. Donc, un trouble dépressif, les troubles anxieux également, là, avec il y a différents diagnostics sous le chapeau des troubles anxieux. Donc, ça, c'est les troubles mentaux courants, là, généralement auxquels on fait référence. Également, ce qu'on appelait anciennement les épuisements, les troubles d'adaptation maintenant, là, qu'on va plutôt appeler, ça fait partie là, des troubles mentaux courants.
Puis, par exemple, qu'est-ce qui se passe, par exemple, pour les personnes qui ont des troubles mentaux dits plus graves, comme troubles psychotiques, qui sont dans des régions puis qu'il n'y a pas beaucoup de services? Est-ce que tu es un peu au courant de comment ça se passe? Bien, généralement, justement, c'est ces personnes-là qui vont être privilégiées pour les ressources qui vont être en place. C'est-à-dire que les professionnels qui sont là vont voir ces personnes-là d'abord. Il va y avoir un certain principe de priorisation, de triage, si on veut, là. Et c'est les personnes qui ont un trouble mental courant qui vont probablement pas nécessairement avoir l'opportunité ou les services, puisque ça va être les personnes avec un trouble mental grave qui vont être priorisées à ce moment-là. OK. En fait, dans toute votre pratique, est-ce que vous pourriez prendre un client ou bien juste anonymement, bien sûr, là, qui pourrait illustrer bien, en fait, l'ergo en santé mentale, votre rôle exactement, comme... Quelqu'un qui vous a marqué, puis vous dites, on a fait une belle job. OK, je vais prendre une personne qui est atteinte d'un trouble de personnalité limite. Et est-ce que c'est un cas de trouble de personnalité limite que tu voulais prendre aussi? Fait que vas-y. OK, parce que pour avoir une petite variété. Trouble de personnalité limite, rapidement, ça, c'est quoi? Fait que c'est une grande difficulté à gérer les émotions vécues. C'est des personnes qui vont vivre les émotions très, très, très intensément et qui vont souvent avoir des comportements en réaction à ces émotions-là. Des comportements, là, qu'on va dire des fois autodestructeurs, peuvent avoir des suicidaires, des tentatives suicidaires, vont avoir beaucoup de conflits, de tensions avec les personnes dans leur entourage. Et souvent, c'est une historique là, d'instabilité, instabilité du rôle professionnel, de leur emploi, de leurs études, des personnes qui ressentent un vide vraiment là, existentiel chronique. Et donc, j'ai cette personne-là en tête qui avait le trouble de personnalité limite avec des idées suicidaires, une historique de tentatives suicidaires aussi, grande détresse, plusieurs dépendances à des substances. Et avec le suivi là, en ergothérapie, au tout début, la personne vivait un grand désespoir, puis se demandait là, si elle allait pouvoir s'en sortir, cette personne-là. Puis avec le suivi, on a identifié en ergothérapie des projets de vie significatifs. Parce que c'était une personne qui était là, en arrêt de travail, qui n'arrivait plus à s'occuper des choses du quotidien, là, de faire les tâches à la maison, tout ça. Donc, on a vraiment travaillé à identifier, premièrement, des objectifs réaliste, je dirais, pour reprendre ces activités-là. On a travaillé à ce que la personne puisse mieux gérer les émotions qui étaient vécues, des stratégies pour gérer les crises quand il y en avait, les crises émotionnelles. On a travaillé un plan d'urgence s'il y avait des idées suicidaires, entre autres, avec un suivi serré, collaboration avec le médecin traitant. Et par le biais, justement, du suivi régulier, de la création du lien de confiance, des activités qui étaient faites parfois pendant les rencontres, des activités thérapeutiques. On a créé aussi un horaire de vie qui était plus structuré. Puis la personne, là, éventuellement, a pu se rendre à un retour au travail. Après, on était à 3 ans d'invalidité, 3 ans d'absence du travail, là. On s'est rendu au retour au travail, les idées suicidaires, il n'y en avait plus, un meilleur épanouissement, puis une implication dans des activités aussi de loisirs, là. Donc, ça a été... oui, une belle réussite. Tout un accomplissement. Oui, c'est ça. On est parti de loin. On a travaillé fort. C'est ça, on est parti de loin. Puis c'est de voir, je trouve ça beau parce que ça dit que, tu sais, on peut partir de très loin, mais on peut toujours se relever, peu importe où est-ce qu'on est rendu. Absolument. Comment battre cet exemple? Comment battre la barre est haute. En fait, moi, je parlerais peut-être d'une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de la pratique privée. Donc, j'ai pu avoir l'opportunité de voir en individuel une demi-année, 6 mois à peu près. Puis, quand j'ai rencontré cette personne, je ne savais pas ce qu'on allait faire. C'est quelqu'un qui avait vécu plusieurs deuils à tous les niveaux de sa vie. Donc, il avait perdu un être cher qui avait été le point déclencheur du premier arrêt de travail que cette personne avait vécu. Puis, dans les 2 dernières années où j'ai suivi cette personne, cette personne me racontait les 2 dernières années avant notre rencontre. Elle avait développé une dépression.
Donc, ça a amené à un premier arrêt de travail, un essai de retour, un deuxième, un échec de ce retour-là, un deuxième, puis un troisième. Puis on était rendu au point où les assureurs, ils mettent de la pression pour qu'ils retournent au travail parce que ça fait 2 ans, puis il y a des changements qui s'opèrent administrativement après un certain temps. Puis cette personne était fatiguée de retourner au travail, puis avoir un nouvel arrêt, peut-être 3 semaines, un mois plus tard. Puis, à l'évaluation initiale, je réalisais que il y avait ce deuil de quelqu'un qui est décédé, mais il y avait aussi le deuil d'avoir eu une assignation au travail qui ne l'intéressait pas. Elle se sentait surqualifiée, elle n'était pas intéressée. Donc, ça expliquait un peu que les retours au travail ne menaient pas à des succès parce que ça ne lui tentait pas de retourner dans ce cadre de travail-là. Il n'y avait pas de lien avec des collègues dans ce travail. Puis, avec les années, c'est quelqu'un qui s'était tranquillement isolé de son réseau social parce que les personnes autour se fondaient des familles, puis cette personne n'avait pas de partenaire ni d'enfant. Donc, les liens avec l'entourage aussi se perdaient. Puis, moi, dans mon enthousiasme, dans les premières rencontres, je me suis dit, on va bâtir un horaire occupationnel. Puis, il y avait se réveiller, se coucher, manger, puis une douche une fois dans la semaine. Puis, on a regardé l'horaire, puis cette personne s'est mise à pleurer. Là, je me suis dit, oh, je savais pas, on partait d'où. Puis quand on essayait de faire allusion à c'était quand les dernières fois que vous avez vécu du plaisir, que c'était agréable votre vie, la personne me donnait des exemples d'il y a plus de 20 ans. Puis des activités qui probablement ne l'intéressaient plus, comme faire du ski nautique. Puis cette personne, elle n'était plus dans ce stade de vie où c'était le genre d'activité qu'elle recherchait. Parce que quand je les évoquais, puis elle me disait, ben non, ça c'était dans ma jeunesse, je ne ferais plus ça. Donc, je trouvais qu'on partait de loin. Puis, au cours du suivi, des fois, juste d'expérimenter, je pense qu'un des défis que cette personne a bien voulu relever, c'était de sortir de chez elle, puis de rester dehors 5 minutes, peu importe ce qui se passe. Elle n'était pas obligée de marcher, elle n'était pas obligée de parler à des voisins, mais de juste ne pas être dans la maison 5 minutes par jour. On a commencé par là. Puis, c'est la première fois que j'ai vu cette personne être mobilisée dans ses émotions. Quand quelqu'un est vraiment dans le fond d'une dépression, physiquement, ça paraît, là. Même dans l'expression derrière les yeux, l'expression du visage, la posture de la personne. La première fois que cette personne, elle a fait du sarcasme, je suis partie à rire, puis je riais pour un peu plus que ce qu'elle avait dit. J'étais juste contente de voir qu'il y avait quelque chose qui se mobilisait au niveau des émotions. Il m'avait dit, ouais, j'ai dit bonjour à un chien aujourd'hui. Puis moi, j'étais crampée, j'étais contente de voir que, OK, on sort des plaintes habituelles, du désespoir que cette personne exprimait généralement dans nos rencontres pour parler de quelque chose un peu loufoque. Elle a dit bonjour à un chien, puis elle a trouvé ça drôle, puis... Ça a commencé par aller prendre des marches. Puis, j'étais contente à la fin de notre suivi que cette personne était en recherche. Elle était retournée à l'emploi, puis elle était en recherche d'un emploi qui l'intéressait plus. Donc, elle avait accepté cette négociation de remettre les pieds à l'emploi, se dire que de faire le deuil, que ce serait l'emploi idéal, mais de profiter de ce momentum de reprendre une activité régulière pour avoir de l'énergie à investir dans rechercher un emploi qui lui conviendrait mieux. Cette personne avait accepté de rappeler quelques amis, aller au cinéma. Ce n'est pas encore des liens très approfondis, mais elle était sortie de l'isolement total dans lequel elle était. Elle parlait du deuil de la personne qu'elle avait perdu en des termes qui allaient au-delà de « ma vie s'arrête parce que cette personne est décédée ». Donc, on pouvait en parler, elle pouvait évoquer des souvenirs heureux, évoquer des activités qu'elle faisait. Donc, il y avait un intérêt à maintenant se réouvrir vers la vie productive, donc de se remettre à travailler, puis de dire ben, je vais rester à l'emploi, je n'ai pas besoin d'être amie avec tout le monde, mais je vais faire cet emploi, puis je vais me trouver autre chose. Puis elle était motivée à se chercher un autre travail. Puis elle avait quelques contacts sociaux. Donc, j'étais très émue à la fin de notre suivi. Puis c'est cette personne qui m'a dit, je pense que je suis capable de faire un petit bout de chemin tout seul. C'est pas parfait, mais ça va. C'est bon, j'ai plus besoin de venir en ergothérapie. Puis j'étais contente. C'est une super belle histoire aussi. Il y a un aspect dans ton récit que j'aimerais questionner les deux. Mm-hmm. Tu as parlé des aspects très, par exemple, plus...
par exemple, les assurances ou tout, qui mettent une certaine pression sur la personne qui a déjà un trouble de santé mentale, qui doit déjà générer de l'anxiété. Comment vous le vivez en tant qu'ergothérapeute? Des fois, ce genre de pression-là qui peuvent être mis autant sur vous que sur vos patients. Oui, moi, j'ai tendance à essayer beaucoup d'accompagner. En fait, notre responsabilité numéro 1 comme ergothérapeute, c'est toujours ce qu'on appelle la personne vulnérable. Peu importe là, qui nous demande de faire le service. Puis la personne vulnérable, c'est la personne qui a la problématique de santé mentale. Fait que notre responsabilité première, c'est toujours de s'assurer que tout le monde comprend bien, justement, c'est quoi les défis que la personne rencontre. Fait qu'on a un travail à expliquer aux agents d'assurance. C'est pas toujours des personnes qui ont une formation au niveau de la santé, hein, des fois dans les assureurs. Donc, ça implique d'expliquer justement de manière un peu plus explicite, là, c'est quoi qui fait que la personne n'est pas en mesure de reprendre son travail, qu'est-ce qui pourrait aider à la préparer éventuellement pour le retour au travail. Ce serait quoi les facteurs au niveau du travail qu'on pourrait peut-être aborder, exemple, est-ce qu'il y a un changement de poste serait envisageable? Est-ce qu'un allègement de tâches pourrait se faire? Fait qu'on va beaucoup essayer de travailler en collaboration pour atténuer la pression que la personne ressent et expliquer bien à l'assureur les obstacles au retour au travail. Et je pense que les ergothérapeutes ont fait de plus en plus nos preuves dans l'efficacité de faire les choses au rythme que nous les proposons. Donc, moi, je trouve que de plus en plus, il y a une certaine flexibilité de la part des agents payeurs ou ne serait-ce qu'une écoute de pourquoi on propose ce qu'on propose. Un peu comme Martine l'a dit, on a ce rôle d'expliquer, de faire comprendre que au niveau de la santé, voici ce qui se passe, puis voici pourquoi on va réclamer certains accommodements, on va négocier certains rythmes auxquels la personne elle va reprendre. Puis d'un autre côté, des fois, ça peut aussi être un levier pour accompagner quelqu'un qui est désinséré depuis longtemps, qui voit pas le bout du tunnel, puis qui est tellement aux prises avec ses émotions, puis ses pensées, puis le fait qu'elle soit en inactivité, une certaine inertie depuis longtemps, des fois, c'est pas mauvais d'avoir cette pression. L'idée, c'est que nous, on a un peu la personne au milieu pour l'aider à ne pas le recevoir comme quelque chose qui l'écrase, mais que ça peut devenir un levier sur lequel on travaille. Puis en même temps, on essaie de négocier avec l'employeur que ça reste réaliste ce qui est imposé pour faciliter ce retour. Donc, des fois, je dis, écoutez, madame, on n'a pas le choix. Dans 6 semaines, il va falloir retourner au travail. Fait qu'on fait quoi? Mais je sais que j'ai de la marge pour négocier avec l'employeur si on n'y arrive pas dans 6 semaines. Donc, je trouve que c'est pas tout blanc, tout noir. Des fois, quand on a moins d'ouverture, ça peut être frustrant parce qu'on le sait que si je donnerais un mois de plus à cette personne, je l'emmènerais beaucoup plus loin, puis le retour au travail serait plus durable. Des fois, on n'a pas le choix. Des fois, les gens, ils sont plus résilients que nous, on pense. Moi, j'aurais le goût d'aller négocier, puis finalement, la personne, elle fait son retour selon ce qui est imposé par l'agent payeur, puis c'est quand même une réussite. Donc, c'est ça. Moi, je pense que on n'a pas le choix de composer avec des balises, puis c'est correct qu'il y ait des balises. Ça nous demande, nous, de savoir comment naviguer, comment est-ce que des fois, c'est notre chapeau de revendication qu'on met sur notre tête, oui. Puis comment des fois, on négocie pour donner plus de marge, puis des fois, on l'utilise comme un levier auprès de la personne qu'on suit. On a un travail aussi à expliquer à la personne qui est en arrêt de travail un peu le rôle de l'assurance des fois parce qu'il peut y avoir des perceptions négatives des fois quand il y a un agent payeur comme ça, même si il n'y a pas de pression ressentie. Juste le fait de recevoir des fois, c'est pas rare que les agents payeurs vont demander là, des formulaires à remplir ou des informations supplémentaires. Puis c'est parce que pour eux, c'est pour analyser le dossier pour voir si la personne se qualifie ou pas pour les prestations d'invalidité, par exemple, ou si l'arrêt de travail est justifié, qu'est-ce qui peut être mis en place également pour aider la personne. Fait que c'est pas toujours
une pression réelle qui est appliquée là, par les agents payeurs, mais des fois, juste le fait qu'il y ait un assureur qui soit impliqué, la personne, des fois, peut ressentir de la pression. Fait que des fois, on a du travail auprès de la personne d'enseignement de c'est quoi le rôle de l'assureur, pourquoi ils font ça, de normaliser aussi qu'ils font pas ça parce que c'est eux, mais ils font ça parce qu'ils font ça pendant tous les dossiers, par exemple. Fait que des fois, on fait ce travail-là aussi, là, qui atténue la sensation de pression qui est ressentie. Oui. On dit souvent, en fait, que l'agent payeur, c'est comme la troisième personne dans la relation. Oui. Mais est-ce que vous voyez des fois que les agents payeurs ont moins de connaissances par rapport à la santé mentale qu'avec la santé physique et ils pourraient être moins comme... Avec ces méconnaissances-là qu'ils ont, est-ce qu'ils sont moins ouverts à rallonger des fois les arrêts ou non? C'est pas toujours un manque des fois, c'est un manque de connaissances, mais parce que c'est pas tout le temps, comme je disais tantôt, des personnes qui sont dans la profession de la santé. Parfois oui, mais parfois non, qui analysent les dossiers. Mais des fois, c'est qu'en réalité, la personne qui a des symptômes, ça peut être des symptômes qui sont pas spécifiques. Je m'explique. La fatigue, qui est un symptôme assez fréquent, qui accompagne là, les troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété. On sait que ça amène beaucoup de fatigue aussi. Mais ce n'est pas un symptôme qui est spécifique à une condition plus qu'une autre. Il y a des conditions en santé physique aussi qui peuvent générer de la fatigue. Fait que souvent, c'est ce qui va générer de la confusion, je dirais, chez les agents payeurs, les assureurs, au niveau de est-ce que c'est vraiment pour le diagnostic de santé mentale? Est-ce que c'est vraiment une raison d'être en invalidité? Fait que c'est beaucoup ça qu'ils vont questionner, là, finalement. Mm-hmm. Oui, parce qu'on le disait tantôt, comme c'est plus invisible là, en santé mentale, alors des fois, on peut moins le voir là, chez les employeurs. Puis est-ce que, excuse-moi, je t'ai coupé. C'est une question qui m'est venue, on voit vraiment, ergo, santé physique, santé mentale. Vous, comment vous visualisez ça? C'est de dire que moi, je fais juste la santé physique. Il y a beaucoup d'ergos qui disent moi, je fais juste la santé physique. Comment vous voyez ça? C'est pas toujours possible. C'est ça. Ben, c'est sûr que dans ma pratique, ça m'arrive de voir des personnes qui ont une condition de santé physique qui les ont amenés à avoir un trouble de santé mentale parce qu'ils ont vécu le deuil d'une occupation ou d'une fonction de leur corps qui ne fonctionne pas aussi bien, puis ça leur a amené des difficultés en santé mentale. Fait que c'est difficile de départager les deux. Je dirais que quand un ergo va dire « moi, je travaille juste en santé mentale ou en santé physique », c'est plus que les interventions qui vont être préconisées vont être plus sur ce champ de pratique-là. Mais on ne peut pas non plus passer à côté complètement de l'autre champ de pratique. En santé physique, parce que la personne, justement, vit des deuils, c'est certain que notre santé mentale peut être vraiment mise à l'épreuve quand on vit des deuils importants. Par exemple, si on perd la fonction d'un des membres de notre corps, on va vivre des deuils importants, justement. Donc, on ne passe pas quand même à côté de la santé mentale. C'est par exemple un travailleur qui ne pourra plus reprendre le poste qu'il faisait. Tu sais, souvent, il y a des gens qui vont avoir par exemple un trouble dépressif par la suite à cause du deuil, par exemple. Donc, toujours essayer de considérer la santé mentale, peu importe vous êtes où. Mais en fait, moi, je le dis carrément lorsque j'enseigne, ça n'existe pas un ergo santé mentale ou un ergo santé physique parce que nous, notre spécificité, elle est au niveau de l'occupation. Donc, on n'est pas tranché santé mentale, santé physique comme on peut voir dans d'autres professions. Et on a cette vision holistique de la personne. Donc, les priorités sur lesquelles on va agir vont faire en sorte qu'on va mobiliser, comme le dit Martine, des interventions qui vont plus être de l'ordre de la santé mentale que de la santé physique. Mais madame qui vient me parler de son anxiété, qu'elle va me parler de ses problèmes de dos, je vais l'écouter parce qu'elle a probablement beaucoup de tension musculaire en lien avec son anxiété qui fait qu'elle a de la douleur au dos. Donc, je ne peux pas juste fermer les yeux quand je vais être en rencontre interdisciplinaire. C'est des choses dont on va discuter. Puis, ça, ce serait de l'ordre de la santé physique. Puis, inversement aussi, on l'a bien nommé. C'est un bel exemple, celui du deuil, que quelqu'un qui vient me consulter en santé physique, il y a des enjeux de santé mentale. Il y a une prof... Julie Desrosiers, qui donne toujours l'exemple, qui dit des fois, on veut aller travailler en trauma, puis on se dit, je vais exclusivement travailler en trauma parce que c'est très physique. Mais des fois, il y a des gens qui vivent un trauma parce qu'ils ont des enjeux de santé mentale. Quelqu'un qui, par exemple, fait une tentative de suicide, qui lui laisse des séquelles physiques, on va la voir
exclusivement en santé physique, mais ces enjeux sont d'ordre de la gestion de ses émotions, la gestion de ses pensées. C'est très santé mentale. Donc, je pense que peu importe la personne qu'on reçoit, il faut qu'on priorise parce que si on prendrait soin de tout, on passerait des années avec chaque personne dans notre clientèle. On a des priorités d'intervention qui vont expliquer on est plus en santé mentale. On a des milieux aussi, puis c'est organisé de cette manière pour nous permettre de bien fonctionner dans nos sociétés où on offre des soins. Mais on a toujours l'œil ouvert sur l'ensemble de la personne, puis moi, dans les interventions, le nombre de fois que j'envoie les gens courir pour que leur santé physique puisse aider leur santé mentale, on n'est pas très coupé au couteau. Exact. Bon point. Alors, en fait, qu'est-ce que vous diriez comme un type de personnalité qui est vraiment nécessaire pour travailler en santé mentale? Est-ce que ça existe, ça? Un trait, une attitude, la flexibilité, je pense. La capacité à s'adapter à toute situation qui peut arriver. Je pense que ça fait partie, ça, des attributs qui sont vraiment importants. C'est sûr que dans toutes les professions de la santé, c'est important, là, ce trait-là. En santé mentale, c'est que souvent, justement, il va y avoir, là, j'appelle ça des fois des effets pop-corn. Là, ça explose pendant une rencontre sans trop qu'on s'y attende, ou il y a on touche à quelque chose qu'on ne pensait pas toucher, puis que là, on va dans un sujet qui peut être très délicat parfois. Fait que ça demande justement de beaucoup s'adapter là, à la personne qui est devant nous, justement. Là. Mm-hmm. Puis moi, je pense que ça prend aussi d'avoir une bonne conscience de soi. Tu sais, souvent, on l'enseigne dans les cours, puis on le vit en tant que thérapeute. On fait partie des outils qu'on utilise pour aider la personne en face de nous. Souvent, on est l'outil principal. On accueille ses émotions, on l'écoute, on lui fait preuve d'empathie, on la valide. Ça nous prend de l'ouverture d'esprit. Il y a certaines choses, il faut qu'on valide chez la personne qui font conflit avec nos valeurs, mais elle est souffrante, il faut qu'elle se sente soutenue. Donc, moi, je trouve que ça prend une bonne conscience de soi parce qu'on mobilise beaucoup de nous dans les interventions qu'on fait, dépendamment des clients aussi. Des fois, ça nous en demande un peu plus de nous que... Tu sais, il y a certaines personnes... Moi, je pense que je suis en amour avec la clientèle qui présente un trouble de personnalité. Ça mobilise beaucoup les émotions de la personne, mais des nôtres aussi. Tu sais, de la quantité de fois que ça me génère de la colère, quelque chose qui vient de se passer en intervention. Mais, tu sais, ma colère, elle n'appartient pas à mon patient. Je ne peux pas la lui renvoyer. Ça me demande une gestion de moi pour demeurer disponible, pour demeurer thérapeutique dans ma relation avec cette personne. Donc, je trouve que dans le parcours, ça se fait pas, c'est pas enseigné dans tous les cours à l'école, puis ça se fait pas du jour au lendemain. Ça s'apprend avec la clientèle, mais je trouve que ça demande une conscience de soi, puis savoir comment se gérer quand on a des choses qui sont suscitées chez nous, qui sont déclenchées par les personnes en face de nous. Donc, c'est aussi de la flexibilité. Je trouve que ça prend de travailler constamment son intelligence émotionnelle. Puis, c'est un peu tous les jours. C'est pas un travail qui soit jamais fini. Puis, c'est certain que ça demande donc d'avoir quand même des bonnes stratégies pour soi-même de gestion de nos habitudes de vie, notre hygiène de vie, parce que plus on est fatigué, plus c'est difficile d'avoir notre barrière, des fois, là, avec ce que j'appelle mon petit parapluie, là, pour un peu recevoir les émotions de l'autre personne, du client qui nous consulte. Plus on est fatigué, plus c'est difficile de maintenir cette barrière-là, puis de gérer, des fois, les émotions que ça peut nous susciter, ce que la personne va nous dire, justement. Donc, ça demande quand même d'être assez rigoureux, vigilant, là, sur nos habitudes de vie, puis s'assurer qu'on soit assez reposé, avoir un bon équilibre de vie. Savoir gérer nos émotions, savoir lâcher prise. Là, je vois déjà le temps, ça fait déjà plus d'1 heure qu'on parle, le temps a tellement passé vite. Donc, je finirais peut-être par une dernière question sur qu'est-ce que vous diriez à des étudiants, par exemple, qui sont en ergothérapie pour leur donner envie, pour dire, venez travailler en santé mentale, c'est votre moment promotion. Allez-y.
Je ferais peut-être un très court parcours de vie. Moi, j'ai décidé que je travaillais en santé mentale quand j'étais en 2e année d'ergothérapie. On avait le bloc santé mentale. La matière m'intéressait. Puis j'avais l'opportunité tout de suite après de faire un stage en santé mentale avec la clientèle que j'aime d'amour, avec une clientèle qui avait des troubles de personnalité. Puis, moi, je trouve que de travailler dans ce milieu-là, ça m'a forgé en tant que personne, pas juste en tant que thérapeute. Quand on enseigne à quelqu'un comment prendre soin de ses émotions, ça nous force à nous regarder puis voir comment nous, est-ce qu'on gère nos émotions. Quand on enseigne quelqu'un des stratégies pour mieux communiquer avec les autres, pour mieux démontrer de l'empathie, ça nous travaille, nous aussi. Fait que je trouve qu'on a quand même un très grand avantage personnel à tirer de travailler parce qu'on vient de le dire, ça nous demande de travailler nos habitudes de vie. Quand je prêche à la personne de bien dormir, bien manger, mais j'ai pas le choix de regarder mes habitudes à moi. Donc, je trouve qu'on a beaucoup d'acquis qu'on fait au niveau personnel. Puis au niveau professionnel, mais on est en relation d'aide. On apprend à connaître d'autres personnes. On apprend à les voir traverser leurs difficultés, surmonter des difficultés. Je trouve ça très inspirant. Moi, quand je choisissais ce que je voulais faire de ma vie, l'ergothérapie, j'ai choisi parce que je trouvais que c'était le métier où les gens, ils ont tendance à aller en s'améliorant. Donc, on fait des interventions, mais en général, le résultat, c'est que la personne, elle va mieux après. Elle a des acquis après ce processus thérapeutique. Donc, je trouve que c'est très inspirant comme pratique, celle en santé mentale, en ergothérapie. Fait que foncez, allez-y, puis amusez-vous. La nature des interventions en santé mentale fait que souvent, on va avoir un lien comparativement à d'autres milieux sur une plus longue période. Fait qu'on a vraiment le temps, justement, de voir cette évolution-là chez la personne. C'est pas un travail qui est routinier aussi parce que chaque personne a son histoire de vie qui est propre à elle puis qui explique plein de choses. Chaque personne a des différences au niveau des personnalités, des attitudes, des capacités qui va faire qu'ils ont différentes activités. Fait qu'il n'y a pas une journée pareille parce qu'on rencontre tellement de personnes différentes avec des chemins différents. Fait que ça fait beaucoup de variations dans notre journée. C'est pas routinier. Il y a toujours de la nouveauté. On s'ennuie pas. Fait que ça, c'est certain que c'est des éléments agréables de la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre pratique et de comment vous voyez l'ergothérapie en santé mentale. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé votre expérience. Merci de nous avoir reçus. Oui, merci de l'invitation. Merci à vous deux. C'était très enrichissant. Merci. Merci.